Guettant dans la nuit si un holo ne va pas montrer le bout de son nez, c'est avec un regard glacial que nous découvrons notre Shinigami qui maîtrise la glace, et qui plus tard nous fera découvrir ce passionnant monde des Shinigami. Salut les espadas, aujourd'hui tu l'auras compris, on va parler de notre dessinatrice de peluche toute mimi, toute mignonne préférée. J'ai nommé Rukia Kuchiki. Rukia est née un 14 janvier, donc en hiver. Autrement dit, c'est pas étonnant qu'elle maîtrise la glace. Elle pèse environ, oh mon dieu, 33 kilos et elle mesure 1m44. 1m44. Je savais qu'elle était toute petite, mais à ce point-là... Et puis sérieux, c'est quoi ce poids-là, Kubo? Même un Tom Bleach, ça pèse plus lourd. On dirait les mensurations d'un ours en peluche. Concernant ces techniques, on peut dire que Rukia est une experte en Kido, elle les maîtrise quasiment tous, bon excepté ceux qui se numérotent en 90 quand même, faut pas exagérer. Elle connaît toutes les techniques de base des Shinigami, son Zanpakuto est Sodeno Shirayuki, qui lui permet de pratiquer 3 danses, Some no Mai Tsukishiro, Tsugi no Mai Akuren et San no Mai Shirafune. Évidemment son Shikai nous montrera qu'il a d'autres habilités au cours de la série, et puis bien sûr il faut parler aussi de son Bankai, Akano Togame, qui lui donne pratiquement l'apparence exacte de Sodeno Shirayuki qu'on a pu voir dans les fillers de Bleach. Nous n'avons pas pu voir son Bankai beaucoup à l'œuvre, nous ne connaissons donc pas plus que ça ses capacités. Pour l'instant tout ce qu'on sait c'est qu'il est capable clairement de one-shot un adversaire en congelant absolument tout ce qui est autour de lui. Il semblerait que Rukia soit née dans le 78e district du Rukongai, où elle a été abandonnée par sa sœur Izana, alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Ouais, je sais, t'as très envie de traiter Izana de tous les noms, et même si rien ne justifie ce qu'elle a fait, je tiens à souligner un petit point. Plus le numéro du district où tu vis est haut dans la Soul Society, et plus le quartier est chaud. Imagine demain tu meurs et t'atterris dans le 9-2. Déjà, je pense que tu te sentirais un peu arnaqué, et je suis sûr que t'abandonnerais ton frère, ta mère, ta sœur, ta grand-mère, ton grand-père et tout le reste. Alors viens pas faire le show, d'accord? Quelques années plus tard, elle fera la rencontre de Renji et sa bande, qui sont obligés de voler pour survivre. Ils grandiront ensemble, et c'est pendant cette période que Rukia montrera des prédispositions pour le Kido. Une fois devenus adultes, Rukia et Renji sont les seuls survivants de leur bande. Parce que ouais, de ce qu'on a vu dans les flashbacks, les restos du cœur, la sécurité sociale, tout ça, non, c'est pas trop dans le délire de la Soul Society. Du coup, leurs potes ont clamsé. Bref, ils en ont assez de la misère, et à la Soul Society, devenir Shinigami, c'est un peu l'équivalent du rêve américain de notre monde. Renji et Rukia décident de tenter leur chance et de devenir Shinigami. Pendant ses études à l'Académie des Shinigami, elle se fera repérer par Byakuya Kuchiki, qui l'adoptera car il était à sa recherche. Vu que Rukia a été adoptée par le clan Kuchiki, son rang est automatiquement plus élevé que celui de Renji. Ça fait d'elle une noble. Elle ne peut plus traîner avec Renji. Voilà, t'as compris, l'époque du Chiekar c'est fini, tout ça là. Non, en réalité, ça signifie qu'ils ne font plus partie du même monde. Avec la relation Rukia-Renji, Kubo en profite pour faire une critique de la noblesse et des élites des classes supérieures qui ne veulent pas se mélanger avec les pauvres ou les classes inférieures. Bon, et ensuite, comme tous les riches, Rukia découvre le piston, donc elle intègre la 13e division sans passer d'examen. Comme c'est pratique. Bon, en vrai, je suis pratiquement sûr que même sans être pistonnée, elle aurait fini par réussir l'examen vu son sérieux et son talent pour le Kido. Et vu toutes les petites galères qu'elle a connues jusqu'à présent, on peut bien lui accorder ça. Là-bas, elle fera connaissance avec Kaien Shiba, le vice-capitaine de la 13e division, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ichigo mais avec les cheveux noirs et des plus longs cils. Dites donc, c'est bizarre quand même. Il ressemble beaucoup à Ichigo, hein. Il doit sûrement avoir un lien de parenté entre les Shiba et Ichigo. Clin d'œil. C'est avec Kaien que Rukia va apprendre ses principales valeurs qui la guideront pendant tout le reste de la série. La première, on se bat pour protéger le cœur, et la deuxième, ne meurt pas seul. Pour Kaien, le cœur se trouve entre 2 personnes. Il apprend ainsi à Rukia à tisser des liens forts, ce qui lui permettra ainsi de créer un lien puissant avec Ichigo. Ensuite, à cause des expériences d'Aizen, oui parce que quoi qu'il se passe dans Bleach, te pose pas la question, c'était Aizen. Et après plusieurs péripéties, un holo finit par prendre possession de Kaien. Ukitake étant malade pendant le combat, la seule personne qui est capable de tuer le holo est Rukia. Vu la situation, Rukia n'aura d'autre choix que de tuer
son propre maître, Kaien. Un événement qui la traumatisera pour le reste de la série. Et ouais, hein, on parle de Berserk, tout ça, mais pour l'instant, la vie de Rukia, elle fait pas rêver, hein. Et j'en suis qu'à la moitié, hein. La seule chose qui la réconfortera dans la mort de son maître est le fait qu'elle a réalisé son souhait, c'est-à-dire ne meurt pas seule. En effet, Kaien meurt paisiblement dans les bras de Rukia, car sa pire crainte était surtout de mourir seule. Plusieurs mois, années sont passés, et nous arrivons à la situation du premier chapitre. Rukia finit par être renvoyée en mission dans le monde des humains, où elle fera la rencontre d'Ichigo. Je n'entrerai pas plus dans les détails de cette rencontre, car j'ai déjà fait une analyse du premier chapitre de Bleach dans l'épisode 1 de Bleach Story, que je t'invite à aller voir. Pour résumer cette rencontre, nous pouvons dire que Rukia a fini par donner ses pouvoirs de Shinigami à Ichigo, car elle n'avait pas d'autre choix, vu qu'elle s'est blessée en protégeant le jeune garçon. On aperçoit la jambe de Urahara à la fin du chapitre 1, dans un petit dessin spécial, qui nous montre que Urahara, justement, va venir à l'aide de Rukia suite à ces événements, puisque celle-ci a perdu ses pouvoirs. Il a sûrement senti le Reiatsu de celle-ci s'éteindre, et a voulu voir ce qui se passait de plus près. En tout cas, j'imagine que les deux n'ont pas eu vraiment beaucoup de mal à s'entendre. Urahara, lui, est un exilé sur Terre parce qu'il est recherché dans la Soul Society, et Rukia, elle, vient de commettre un crime passible d'une peine de mort à la Soul Society. Du coup, j'imagine que leur conversation a dû être très rapide sur le fait que Rukia avait besoin d'aide, même si on apprendra par la suite que Urahara a profité de l'état psychologique et physique de vulnérabilité de Rukia pour cacher le Hogyoku à l'intérieur de son corps. Rukia mettra donc énormément de temps à récupérer ses pouvoirs puisque évidemment le Hogyoku l'empêchera de les retrouver. Rukia et Ichigo vont développer un lien similaire à celui qu'elle avait avec Kaien pendant le temps qu'elle passera sur Terre. On remarquera aussi que Rukia et Ichigo ont la même histoire tragique. La mort de Kaien et la mort de la mère d'Ichigo se sont produites dans des conditions quasiment similaires. Et la pluie symbolise les cris de leur cœur. Le cœur qui, pour Kaien, se trouve entre ces deux personnes. La pluie ne cesse de tomber donc sur leur cœur. Ces deux amis éprouvent un grand sentiment de culpabilité par rapport aux tragédies qu'ils ont vécues. C'est pourquoi ils se comprennent autant. Rukia va donc vouloir à tout prix protéger Ichigo en le laissant dans l'ignorance à propos du fait que la Soul Society le recherche, et elle essaiera de partir sans lui dire un mot. Enfin, elle lui laissera un message codé, mais que Ichigo ne trouvera que après son départ. Finalement, c'est Renji et Byakuya qui vont être envoyés pour rechercher Rukia une fois qu'elle aura été repérée par Aizen, je veux dire la Soul Society. Aizen, je t'ai dit cherche pas, c'est toujours Aizen. La situation est vraiment très tendue pour Rukia, d'une part parce qu'elle est recherchée pour être exécutée, et aussi parce qu'au final, elle se retrouve encerclée par tous les hommes qui ont eu un grand impact sur sa vie. Renji, son ami d'enfance, Byakuya, le grand frère qu'il a adopté et qui l'a sorti de la misère, et Ichigo, le jeune humain qu'elle a sauvé et dont elle a changé le destin. Rukia finit par accepter de suivre Renji et Byakuya dans l'espoir de sauver Ichigo. On voit par la suite que quand elle apprend que la décision de la Soul Society est de l'exécuter, elle ne bronche pas, car elle est rongée par la culpabilité. Elle vit son exécution comme une rédemption, une libération. Elle pense qu'elle mérite de mourir pour se racheter de ses péchés à propos de la mort de Kaien et pour avoir mis Ichigo en danger. Je suis ignoble, je ne mérite pas qu'on me sauve. Ce sont ses paroles. Le jour de son exécution, Rukia se fait sauver par Ichigo. Mais pas seulement. Renji, Ukitake, Kyoraku, plusieurs Shinigami tentent quelque chose pour empêcher son exécution. Rukia réalise alors l'affection que lui porte son entourage. Elle réalise qu'elle n'a pas mis Ichigo en danger, mais qu'au contraire, en lui donnant ses pouvoirs de Shinigami, elle a permis au jeune garçon de pouvoir défendre ses compagnons par ses propres moyens, comme il le désirait depuis toujours. Partage. Repose-toi sur ses épaules et les miennes, et soulage-toi un peu de ce poids sur nous. C'est pour cette raison que nous sommes devenus plus forts. Et puis, fais-lui confiance, Rukia. Ce sont les paroles de Renji envers Rukia. Une fois que Rukia apprend le complot d'Aizen, celui-ci veut l'éliminer car il n'a plus besoin d'elle après avoir extrait le Hogyoku de son corps. Mais Byakuya s'interpose et la protège avec son propre corps. Il lui révèle alors qu'Izana était sa sœur. La thématique principale de Rukia est la culpabilité. Le fait de ressentir de la culpabilité signifie que l'on se pose des questions sur la morale et sur la vision de la morale de la société. Rukia, en tuant Kaien et en sauvant Ichigo, a transgressé 2 règles. Elle a tué un homme qu'elle admirait et elle n'a pas obéi aux règles de la Soul Society. Elle a alors commencé une torture psychologique où elle s'en voulait d'avoir transgressé ces règles. Ici, Kubo critique sûrement la société japonaise où les citoyens sont très carrés et ne remettent jamais les lois en question, et où la transgression des règles est très mal vue. La culpabilité peut néanmoins être bénéfique si on se pose les bonnes questions. Rukia, à la fin de l'arc Soul Society, est fière de constater les progrès d'Ichigo. Ichigo, qui se sentait responsable de la mort de sa mère, est à présent capable de défendre et protéger ses compagnons grâce à elle. Rukia réalise tous les bienfaits que ses décisions ont apportés à son entourage. Elle fait la paix avec son frère et retrouve son lien d'autrefois avec Renji.
Rukia, à la fin de l'Arc Soul Society, est en paix avec elle-même. Elle a vaincu sa culpabilité. Elle se rend compte que ses actions ont été bénéfiques pour son entourage. On peut même dire que quelque part, elle est fière d'elle. C'est pour ça qu'elle est à nouveau capable de sourire. Merci Rukia, grâce à toi, la pluie a enfin cessé. Ce sont les paroles d'Ichigo quand il quitte la Soul Society. La pluie symbolise la tristesse des deux qui s'est achevée car les deux ont agi pour régler leurs problèmes. Je trouve que l'écriture de Rukia est vraiment très bien maîtrisée car elle passe de personnage torturé et dépressive à quelqu'un qui décide d'aller de l'avant. Une des scènes puissantes sur la libération de sa culpabilité est évidemment quand elle ira voir les Shiba pour s'excuser auprès d'eux, mais d'un point de vue symbolique et allégorique, c'est vraiment la récupération de ses pouvoirs qui montre que le personnage est passé à une autre étape de sa vie. Au début de l'arc Arrancar, nous retrouvons Rukia comme nous l'avons connu dans l'arc du Shinigami remplaçant, mais avec ses pouvoirs et avec une évolution sur le plan psychologique. On voit que Rukia continue son rôle de mère de substitution avec Ichigo, car oui, je vois Rukia comme la remplaçante de Masaki aux yeux d'Ichigo, car elle lui fait la morale et l'aide toujours à se relever quand il se sent au plus bas. Du point de vue des combats, ce n'est pas vraiment dans cet arc-là que Rukia va briller, notamment contre Grimjo, contre qui elle se fera one-shot 2 fois, et aussi contre Yami. Mais du point de vue écriture, elle sera toujours aussi intéressante car elle va développer son amitié avec Orihime et elle va même essayer de l'entraîner. Rukia rejoindra Ichigo et sa bande au Wekumundo pour sauver Orihime, où elle finira par croiser l'espada numéro 9, Aroniero Alurueli. Ah, les noms des espadas, tellement stylés. Ce combat sera un cap décisif pour Rukia, autant sur le plan physique que moral, car il s'agit quand même d'un combat contre un espada, donc symboliquement si Rukia gagne, elle sera forcément plus puissante, et psychologiquement, car Aroniero se fait passer, ou en tout cas a volé l'apparence de Kaien, car il ne s'agit de nul autre que l'évolution du Holo qui avait pris possession de Kaien Shiba autrefois. Ce combat permet à Rukia de mettre un terme une bonne fois pour toutes à son traumatisme, en devant tuer à nouveau son maître, enfin son imitation. Elle trouve la force de brandir sa lame vers le visage de Kaien car elle se rappelle des dernière leçon de son maître. L'âme de Kaien n'est pas enfermée dans ce holo. Elle est dans le cœur de Rukia. Elle réalise que le Kaien en face d'elle n'est rien d'autre qu'une illusion et que son vrai maître est à ses côtés et qu'il le sera éternellement. Elle trouve donc la force de brandir sa lame vers son adversaire et de le vaincre. À partir de là, c'est une nouvelle Rukia à laquelle nous avons affaire. Une Rukia plus forte, avec plus de conviction. On le verra notamment pendant son combat contre Rudobon, chez Lute, contre qui elle ne s'en sortira pas si mal. C'est pour cette raison que Kubo voudra symboliser la progression de ce personnage en la faisant devenir vice-capitaine dans l'arc Fullbringer. Cependant, pour moi, le combat de Rukia contre Riruka est une catastrophe absolument abyssale. Il s'agit pour moi d'un des combats les plus décevants de toute la série, en tout cas concernant Rukia. Car Rukia tombe dans tous les pièges de Riruka et le combat ne raconte absolument rien de particulier la concernant. Et surtout, on ne sent même pas la progression de Rukia physiquement. On n'a pas l'impression de voir une Rukia différente de l'arc Arrancar au niveau de la puissance. Et on n'a pas la sensation de victoire à la fin puisque Riruka réussit à se cacher à l'intérieur du corps de Rukia, donc on a même cette impression de défaite de la part de Rukia parce que si c'était un véritable ennemi qui voulait vraiment tuer Rukia qui avait fait cela, eh bien en se cachant à l'intérieur de son corps, il lui aurait suffi d'attendre que Rukia s'endorme, de sortir de son corps et puis de l'égorger par exemple. Bon là je suis parti un peu loin, mais pour moi en tout cas c'était important que Rukia gagne ce combat ou qu'elle domine Riruka. Déjà parce que j'aime pas Riruka mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et du point de vue du scénario, ça aurait été vraiment agréable de constater la progression de Rukia. Bon en dehors de ça, sinon l'humour du combat était plutôt sympatoche vu qu'on retrouve notre Rukia qui adore les peluches et qui se retrouve au milieu de ce tas de peluches. Ça c'était vraiment le seul point positif du combat, le côté comique on va dire, le comique de situation de notre Rukia qui adore les peluches et qui se retrouve dans ce monde de peluches. Mais en dehors de ça c'était après je mets pas ça sur la faute de l'arc Fullbringer, je ne dis pas que l'arc Fullbringer est mauvais, mais en tout cas ce combat là, ce passage en particulier, c'était pas du tout le meilleur passage de l'arc Fullbringer. Kubo dit dans le databook 13 Blades qu'il voit Rukia comme la protagoniste du monde des humains. Il était donc évident que pour la grande guerre contre les Quincy, Rukia aurait un power-up, un peu en mode héros de shonen, et c'est le cas. Elle développe de nouvelles capacités, notamment grâce à la division 0, dont le Bankai. Avec son Bankai, Rukia s'est enfin élevée au même rang que les autres protagonistes. Il y a beaucoup de gens qui voient le Bankai de Rukia comme une incohérence, car ils ne la pensent pas assez puissante pour l'atteindre. Mais en réalité, quand on suit l'histoire depuis le début, il est tout à fait normal que Rukia atteigne le Bankai. Je pense que les lecteurs ont l'impression que Rukia est moins forte que les autres personnages parce qu'ils la comparent à la progression d'Ichigo qui est très rapide. Faut pas oublier une chose, c'est que Rukia, c'est une Shinigami ordinaire. Elle n'est ni Holo, ni Quincy, ni Fullbringer, juste
une Shinigami. Donc sa progression s'est faite à son rythme. Elle a une progression, disons, plus réaliste. Et c'est pour ça que personnellement j'ai trouvé le fait qu'elle atteigne le Bankai très satisfaisant. Elle a vécu dans la misère plusieurs années et malgré ça, elle montrait des signes de maîtrise du Kido. Ensuite, elle est allée à l'académie des Shinigami. Même si elle s'est faite pistonner, elle a quand même dû suivre quelques cours pendant quelques années. Elle a clairement de l'expérience en combat avec les holos, notamment lorsqu'elle a tué Kaien. Mais on voit aussi que quand elle protège la famille d'Ichigo, la seule raison pour laquelle elle se fait battre, c'est pour protéger Ichigo. On voit bien qu'en réalité, elle aurait pu très facilement tuer le holo qui attaquait la famille d'Ichigo dans le premier chapitre. Dans l'arc à Rancard, on a l'impression qu'elle est faible, mais c'est parce qu'à chaque fois, elle est confrontée à des espadas. Elle se fait one-shot 2 fois par Grimmjow, mais Grimmjow c'est l'espada 6. Yami la balance comme un vulgaire caillou, mais il faut pas oublier qu'elle est contre Yami en mode résurrection espada 0. Et pendant l'ellipse, juste avant le début de l'arc Fullbringer, elle s'est sûrement autant entraînée que Renji pendant les 1 an et demi de pause. Je pense pas qu'elle ait atteint le niveau de vice-capitaine par hasard. Et il faut pas oublier aussi un autre détail, c'est que Rukia est une Shinigami, du coup elle a vécu plusieurs dizaines d'années, ce qui signifie qu'elle s'entraîne sûrement pour atteindre le Bankai depuis très longtemps, car on voit quand elle retrouve ses pouvoirs qu'elle maîtrise le Shikai et plusieurs techniques. Donc il est évident que son Shikai, elle le maîtrise déjà depuis plusieurs années. Moi je pense qu'elle s'est entraînée pour atteindre le Bankai à peu près en même temps que Renji. Mais Renji, lui, il y avait le côté urgence, il voulait vraiment battre Byakuya pour retrouver sa relation avec Rukia. Alors que Rukia, elle, c'est une personne plus raisonnable de ce qu'on voit dans le manga. Quand on voit son parcours et sa personnalité, on voit qu'elle est plus du genre à avoir un entraînement raisonnable et à son rythme. Il suffit de voir la façon dont elle entraîne Ichigo quand elle a perdu ses pouvoirs de Shinigami ou quand elle entraîne Orihime. Donc il est très probable qu'elle a mis plus de 10 ans d'entraînement à atteindre le Bankai et que grâce à la formation de la division 0, elle a pu, certes plus facilement, mais grâce à sûrement plusieurs années d'entraînement, atteindre le Bankai. Donc non, je ne pense pas que ce Bankai sort de nulle part. Ce qui est bien quand un manga est bien écrit, qu'un personnage est bien écrit, c'est qu'en se basant sur son histoire, sa personnalité et les événements du manga, on peut déduire certaines évidences. Et pour moi, Rukia avait commencé l'entraînement du Bankai bien avant de rencontrer Ichigo. Ou alors au moins pendant l'ellipse entre la fin de l'arc Aizen et le début de l'arc Fullbringer. Il est très probable que, même si c'est grâce à l'aide de la division 0, Rukia a atteint le Bankai grâce à un entraînement acharné de plusieurs années. Et puis oui, justement, il y en a aussi que ça énerve le fait qu'elle soit devenue capitaine. Mais pareil, ça suit la même logique que pour le Bankai. Il s'écoule 10 ans entre la fin du combat contre Iwash et le moment où Rukia devient capitaine. D'après Byakuya, on sait que 10 ans c'est à peu près le minimum d'années requis pour bien maîtriser son Bankai. Dans l'arc Quincy, Rukia, son Bankai il est tout frais, c'est un Bankai de débutant, un peu comme Renji contre Byakuya, c'est un peu le même type de Bankai. D'ailleurs Byakuya lui dit de se décongeler tout doucement parce qu'elle ne le maîtrise pas encore bien. Donc je vois pas le problème sur le fait qu'elle soit devenue capitaine, au contraire c'est logique. Il y a un énorme sentiment de satisfaction par rapport à Rukia et à tout le parcours qu'elle a vécu parce qu'on sent enfin que tous ses efforts psychologiques et physiques ont enfin été récompensés car elle a atteint le niveau de capitaine. Et je suis persuadé que dans l'arc de l'enfer, nous aurons une Rukia qui cette fois aura vraiment un niveau très intéressant en termes de combat, car cette fois on a une Rukia qui est capitaine et qui maîtrise sûrement son Bankai à la perfection grâce à 10 années d'entraînement. La Rukia qui avait des doutes, la Rukia qui était faible contre des espadas, tout ça c'est terminé. Là nous avons une Rukia qui a rattrapé son retard et c'est pour ça que j'ai hâte de la voir à l'œuvre dans l'arc de l'enfer. Je trouve honnêtement que c'est une très bonne remplaçante pour Ukitake. De plus nous avons une Rukia qui est mariée avec Renji, qui a une fille Ichika. Sa relation avec Ichigo est toujours la même qu'au début, toujours aussi saine, à l'exception que ces deux âmes tourmentées ont enfin trouvé la paix grâce à cette rencontre qui a bouleversé leur vie. J'éprouve donc un énorme sentiment de satisfaction quand je vois la case où on voit Rukia devenir capitaine car on sait qu'elle est mère de famille, qu'elle est mariée avec un homme qu'elle aime et surtout on est vraiment satisfait car on voit enfin tous ses progrès obtenir un résultat grâce à cette cape blanche qui lui donne une véritable prestance. Bon, en tout cas les espadas, c'est tout ce que j'avais à dire sur Rukia. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et vous avez intérêt à mettre un pouce bleu si vous voulez pas que je vous rétrograde au niveau de Privaron Espada. Salut! Allons, Kotaro, abandonne.
Nous nous affrontons depuis tout à l'heure. Et pourtant, tu es le seul à être blessé et épuisé. Admets ta défaite et peut-être que je t'épargnerai. Ce combat est encore loin d'être terminé. Je vois, il semblerait que tu t'obstines dans ta bêtise. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à t'achever. Les amis, j'ai besoin de votre aide. Abonnez-vous, likez et commentez les vidéos pour me donner de la force. Grâce à votre aide, ensemble, on arrivera à vaincre l'algorithme YouTube.